La CGT incarne la revendication, mais pas seulement. Au-delà des défilés et des banderoles, elle a aussi contribué tout au long de son histoire à l'amélioration des conditions de travail et à l'intégration des travailleurs handicapés. Une préoccupation qui est toujours d'actualité. On n'est pas déconnecté du tout lorsqu'on parle du handicap, qu'on participe à des forums et des réunions sur handicap, déconnecté des problématiques de santé au travail. On est vraiment au cœur. Si on se place du point de vue de l'historien, on se rend compte que la santé au travail a fait partie des préoccupations du mouvement syndical, alors qui figurait peut-être pas en tête des revendications lors des manifestations ou lors des grèves, mais qui faisait partie des préoccupations quotidiennes et qui ont vu l'investissement d'un nombre important de militants. Alors, la loi de 1898 sur la reconnaissance des accidents du travail est le fruit d'un long processus législatif dans lequel la CGT a pu participer, que ce soit au travers de ses revendications ou au travers de députés proches du mouvement ouvrier. Cette loi est rediscutée âprement. Elle est défendue donc par les radicaux, les socialistes et les catholiques sociaux. Et s'y opposent les libéraux et les représentants des employeurs, qui sont très hostiles à l'idée d'une assurance obligatoire. Jusqu'à présent, un ouvrier qui est victime d'un accident du travail doit faire la preuve de la faute de son patron. Désormais, c'est l'employeur qui va devoir démontrer que l'accident du travail est la faute du salarié. Les accidents du travail sont très fréquents à cette époque et les ouvriers ont besoin d'être accompagnés pour faire valoir leurs droits face aux experts des compagnies d'assurance. La première mission de la CGT va en effet être d'informer les salariés de cette nouvelle législation, de ce nouveau droit qu'ils ont pu acquérir. Ça va passer par exemple par la publication de brochures ou d'articles dans la presse syndicale. Mais la CGT va aller au-delà en mettant sur pied, en essayant de mettre sur pied des conseils juridiques et des cliniques syndicales. Cet élan sera malheureusement interrompu peu de temps après par la déclaration de guerre. La Première Guerre mondiale, sur les questions de handicap vues de manière générale, va avoir un impact extrêmement important. Pour une raison qui est très simple, c'est que le handicap devient visible presque à tous les coins de rue. Il y a un peu plus de 3,5 millions de soldats qui sont blessés durant la Première Guerre mondiale et plus d'1 million d'entre eux vont conserver des séquelles physiques ou psychologiques de la Grande Guerre. Beaucoup de choses sont mises en œuvre du point de vue de l'État pour essayer de les réintégrer au marché du travail. Et il faut reconstruire. Donc on a besoin de beaucoup de manœuvres. Enfin, la loi de 24 oblige les entreprises à intégrer dans leur rang un pourcentage de travailleurs invalides ou mutilés de guerre. Dans ce cadre-là, la CGT va demander l'élargissement du bénéfice des victimes de la Première Guerre mondiale à l'ensemble des victimes civiles. On va chercher à unifier les deux régimes, militaires et civils. Du côté de la loi, on observe aussi que les grandes grèves ouvrières de 1917 à 1920 vont contraindre le gouvernement à lâcher du lest. Et ce lest, ce sera notamment l'adoption de la loi de 1919 sur la reconnaissance des maladies professionnelles. Pour la première fois, on va reconnaître que travailler peut engendrer des maladies professionnelles invalidantes. Cette reconnaissance est quand même très limitée. Il y a deux pathologies, les intoxications au mercure et au plomb qui sont reconnues en 1919 seulement. Et puis en 1931, la liste s'allonge un peu, mais on a 4 fois, 5 fois moins de maladies professionnelles reconnues en France que dans les autres pays européens, par exemple. Tout l'enjeu, dans la période qui va suivre, jusqu'à nos jours, ça va être d'élargir le champ de reconnaissance des maladies professionnelles. On le voit actuellement, par exemple, avec le travail qui est fait pour reconnaître le burn-out, pour lui faire bénéficier du régime des maladies professionnelles. 1936, l'Union des forces de gauche permet l'élection du Front populaire. Il s'ensuit un mouvement de grève sans précédent avec de nombreuses occupations d'usines. Et bien évidemment, cette vague de grève s'accompagne d'une vague de syndicalisation, là aussi tout à fait exceptionnelle. Camarades, avec cette pléiade de militants,
avec votre syndicat, nous sommes persuadés que même si on met encore des obstacles sur notre route, nous saurons triompher à nouveau. Et pendant la Révolution 36, le Front populaire, on est passé de 10 000 à 250 000 syndiqués. Alors les camarades à l'époque, avec les cotisations qu'ils ont flambé d'un seul coup comme ça, ils ont dit il faut qu'on investisse dans la formation, pour soigner les camarades, pour les accompagner sur les aspects juridiques, la formation, ainsi de suite. On peut mettre en œuvre des idées qu'on défendait depuis plusieurs années, et notamment sur le plan de la défense des travailleurs handicapés. La première expérience, ça va être la création, un peu tout à fait innovante, d'un institut confédéral d'études et de prévention des maladies professionnelles. Une deuxième expérience qui est tout à fait innovante, c'est l'ouverture en 1938 de la polyclinique des métallurgistes. Parmi la population, parmi les travailleurs qui vont venir consulter à cette polyclinique, on a de très nombreuses personnes qui sont victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Et là encore, la mission de la polyclinique va être d'aider ces salariés à construire leur dossier médical et à bâtir une contre-expertise de manière à pouvoir bénéficier du régime de ces lois. Encore une fois, les avancées syndicales vont être suspendues durant la guerre. La libération, la période comprise entre 1945 et 1947, est une période riche en conquêtes sociales, et notamment pour les travailleurs handicapés. Alors je pense tout d'abord à deux éléments importants, qui sont la création de la médecine du travail et la création des comités hygiène et sécurité, les CHS, qui sont devenus en 1981 les CHSCT. Et donc ces deux institutions vont jouer un rôle essentiel, extrêmement important, dans la prévention des accidents du travail, des maladies professionnelles, en clair un rôle de prévention en matière de santé au travail. C'est à mettre évidemment en relation avec la création de la sécurité sociale. Donc la sécurité sociale est un système qui veut assurer tous les risques, tel qu'il est pensé par le CNR, puis Ambroise Croizat, ministre du Travail, ancien responsable de la Fédération de la métallurgie CGT, et puis du haut fonctionnaire Pierre Laroque. L'idée, c'est donc d'assurer tous les risques, maladie, vieillesse, maternité et accident du travail, bien sûr. Dans la Constitution, il est indiqué aussi que tout citoyen doit voir sa santé préservée en situation de travail. Donc c'est un droit désormais inscrit dans la Constitution. Alors la création de la sécurité sociale, elle est importante, tout simplement parce qu'elle va permettre la mise en place d'une indemnisation, et elle va permettre également le financement de toute une série d'initiatives en matière de formation. Ça va être la mise sur pied des centres de rééducation professionnelle pour travailleurs handicapés, ce qu'on appelle les CRP. Là encore, la Fédération CGT de la métallurgie va jouer un rôle un peu pionnier, puisqu'en 1951, elle va ouvrir son premier centre de rééducation professionnelle, le centre Suzanne Masson, qui se trouve à Paris, dans le 12e arrondissement. Et donc ce premier centre, Suzanne Masson, ouvert en 1951, sera suivi dans les années qui vont venir par l'ouverture de deux autres centres, le centre Jean-Pierre Timbaud et le centre Louis Gatignon. Les grands infirmes bénéficient déjà d'une allocation et d'une aide à la réinsertion. Mais la loi de 1957 va permettre de franchir un nouveau pas pour favoriser le reclassement professionnel. Alors la loi de 57 effectivement est un moment très important parce que on reconnaît la qualité de travailleur handicapé, donc ça c'est la première fois. Les entreprises doivent réserver 10% de leurs effectifs à ces personnes travailleurs handicapés. Et d'autre part, c'est la création donc de centres d'orientation départementaux pour le placement finalement, le placement et donc l'intégration au marché du travail. Cette loi n'aura pas une grande incidence sur l'emploi des personnes handicapées et il faudra attendre les événements de 68 pour développer un nouvel élan de solidarité. Donc les événements de mai-juin 1968, avec 10 millions de grévistes, là encore des occupations d'usines,
Ces grandes grèves ouvrent véritablement un nouvel espace. Ça constitue une espèce de bouffée d'oxygène et les questions de handicap vont bénéficier de cet appel d'air. On va essayer de prendre en compte la question du handicap, non plus seulement sur les aspects du travail et de l'adaptation du poste du travail, mais aussi sur tous les aspects de la vie quotidienne, donc le logement, la santé, les transports, etc. De mai 68 en gros à 73, on voit fleurir énormément de revendications quantitatives bien sûr, comme la réduction du temps de travail ou les salaires, mais aussi beaucoup de mesures qualitatives sur la question de l'autorité dans l'entreprise, le droit syndical, sur l'expression, etc., mais aussi beaucoup sur la santé au travail. À la CGT aussi, la réflexion sur l'intégration des travailleurs handicapés prend de l'ampleur. S'il y a une date à retenir, on peut retenir en effet celle du 40e congrès confédéral qui se tient en 1978 à Grenoble et qui est le premier à poser une résolution phare, en fait, à poser véritablement la question du handicap dans toutes ses dimensions. Donc on assiste en effet à partir de 1978 à un travail important de prise en compte de la question du handicap au travail, mais pas seulement, au-delà. Depuis 1957, plusieurs lois ont permis des avancées importantes sur le plan de l'emploi et de l'intégration des personnes handicapées. On voit tout au long de ce siècle que le travail législatif a été fait. C'est-à-dire que les lois ont petit à petit imposé l'assurance, la réparation, l'intégration au marché du travail, mais que finalement les résistances sont importantes. Les résistances elles proviennent de la société tout entière par rapport à ce handicap et à ces travailleurs handicapés, mais aussi beaucoup des employeurs. Qui ont certes vu dans un premier temps un intérêt financier à s'assurer contre les accidents du travail et à les réparer, mais qui ont eu beaucoup plus de mal et qui ont encore aujourd'hui beaucoup plus de mal à accepter l'idée que peut-être que même pour la rentabilité de l'entreprise et pour une sorte de paix sociale, il serait plus judicieux d'intégrer plus de travailleurs handicapés. Les représentants syndicaux de la CGT agissent au sein de nombreuses commissions sur le handicap et aussi sur le terrain au sein des entreprises. Des réunions d'information, comme ici à Limoges, leur donnent les outils pour négocier un accord d'entreprise ou le maintien dans l'emploi d'un salarié atteint d'un handicap. Donc depuis 1993, la Confédération développe une convention de partenariat avec la GFIP. Donc on a dans cette convention confédérale ce qu'on appelle un contrat d'action au travers d'objectifs. Et donc on doit aller sensibiliser, accompagner, organiser des journées d'études, des colloques et des forums dans les régions. Alors soit avec nos comités régionaux, soit avec nos unions départementales qui sont organisées par département. Quand on a pris vraiment conscience que c'était le travail qui pouvait déboucher sur du handicap, ben là oui, effectivement, il a fallu travailler en amont. Plus on tarde à mener un dossier sur une inaptitude, par exemple, plus on a de chances de le perdre. Si on fait de la prévention, on a déjà fait 50% du travail. Depuis ces 5 dernières années, on est vraiment dans une dynamique de mobilisation, puisque rien qu'en région, puisqu'on signe des conventions de partenariat GFIP en région, on est passé de 5 conventions à 11, et des conventions qui fonctionnent avec des militants qui s'investissent sur le terrain. Et quand on croit à l'emploi, en tant que militant CGT, c'est possible. Parce que là, je peux vous assurer que c'est un cas désespéré. Et qu'à l'arrivée, aujourd'hui, il est salarié de l'entreprise, il travaille à temps partiel, on a fait intervenir le SAMET, il a été reconnu RQTH. Et le combat actuel, c'est de maintenir dans l'emploi au maximum les salariés qui sont en situation de handicap, c'est de les insérer dans l'emploi, dans le cadre des recrutements, et c'est de les former professionnellement, et notamment aux nouveaux métiers du numérique qui vont nous arriver, puisque c'est une population qui est très déconnectée de la formation professionnelle. La CGT, elle fait partie de notre histoire, l'histoire sociale de la France. À différentes périodes, elle a apporté du progrès social. Et je pense qu'à partir de là, pour moi, on a encore des beaux challenges et une belle histoire sociale à écrire dans notre pays.